va faire peut-être un tour pour avoir des questions des participants avant de vous redonner la parole. Ma question s'adresse à toute personne qui veut répondre du panel. C'est qu'en fait, au Burundi, à cause de la culture, je dirais à cause de la culture, on est habitué à ce que l'homme soit la tête de la maison, on dit Mutwe Urugo. Donc, et ça, c'est comme si on a commencé à autonomiser la femme financièrement, moralement. On essaie de lui montrer qu'elle a de la valeur, mais sans toutefois considérer le mari qui va se sentir menacé par cette femme qui devient autoritaire, qui possède des choses et qui sait penser, et voilà quoi, qui vient tout comme l'égal de l'homme en fait. Et je pense que ça aussi, ça constitue un frein qui fait que l'homme, en se sentant menacé, en ne se sentant pas avec l'autorité qu'il avait au départ, va commencer à freiner la femme, à ne pas donner peut-être en gage les maisons pour avoir des crédits financiers. Donc je ne sais pas si dans vos programmes vous avez pu remarquer cela ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait de ce côté-là. Je vous remercie. Dans le domaine de l'environnement, les femmes sont accusées d'être les premières actrices dans la destruction de l'environnement. Vous allez dire pourquoi? Je n'ai jamais rencontré aucun homme qui va chercher du bois de chauffe dans les forêts. Mais quand le mari rentre le soir, il trouve qu'il n'a pas à manger. Quand la femme lui dit « je n'ai pas eu de charbon, je n'ai pas eu de bois », il y a le risque que le mari tape sur la femme. Alors, au niveau de l'eau, je n'ai jamais rencontré aucun homme qui va puiser de l'eau. C'est toujours des femmes et des enfants. Il faudrait vous regarder un jour quand vous allez trouver, même ici dans la ville de Bujumbura, quand il y a des coupures d'eau dans un quartier, il n'y a aucun homme qui prend un bidon pour aller chercher de l'eau quelque part. Ce sont des femmes. Quand vous voyez comment les femmes montent, font autant de kilomètres pour aller puiser de l'eau. Et après, on se dit, qu'est-ce que cette femme fait? Elle a perdu du temps pour aller chercher de l'eau, elle n'a pas eu le temps de travailler, et puis on accuse qui? On accuse la femme. Je pose la question au coordonnateur du projet, Melankabandi. C'est bien de transférer l'argent, mais je voudrais vous demander si un jour vous pourriez, même si vous preniez une zone pilote, pour dire, voilà, les femmes ne vont pas puiser de l'eau à plus de 500 mètres. Et pour éviter que les femmes continuent à aller chercher du bois de chauffe, la déforestation, etc., il y a une technique qu'on applique dans d'autres pays, mais ici chez nous, ce n'est pas encore développé. Si on organisait, on mettait les femmes ensemble pour leur apprendre comment produire du charbon vert, le recyclage des déchets agricoles. Comme ça, il y aura un marché et puis les femmes auront contribué beaucoup à la protection de l'environnement et je ne continuerai pas à me plaindre. Merci. Alors, c'est un plaidoyer, moi aussi. J'ai bien suivi avec intérêt l'intervention de Madame la représentante de l'UCAFOR. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Un pays qui n'a pas la loi sur régisse à la succession a laissé comprendre que la fille ne peut pas avoir accès au financement. Malgré que je salue l'initiative du gouvernement et de la Banque mondiale, de la mise en place de textes d'application de la loi des sécurités immobilières, ce qui viendra faciliter l'accès au financement des femmes. Mais je trouve quand même qu'il y a toujours un grand souci tant qu'on n'aura pas la loi sur la succession. En sortant de mon bureau, je lisais le code sur la nationalité. En son article 2, un enfant né d'un père burundais a automatiquement la nationalité burundaise. Mais un enfant né d'une femme
Je dirais, par exemple, je peux opter pour ne pas me marier, mettre au monde une femme, mais c'est tout un souci pour que mon enfant puisse avoir en fait la nationalité. C'est pas du tout facile. J'analysais aussi le code des personnes de la famille. C'est un code qui est déjà tombé en fait en 18. Le code qui date depuis 1993. Allez-y comprendre en fait les changements qui ont eu lieu après toute une décennie. Quand une femme, par exemple, veut demander le divorce, c'est un droit reconnu mondialement, mais c'est toute une procédure. Je faisais donc un plaidoyer tant que nous avons déjà un représentant du peuple devant nous. Il faudra voir comment réviser cette loi et penser à mettre en place le code, la loi régissant la succession au Burundi. Je pense que ça pourra venir pour accélérer le rythme afin d'investir en faveur de la femme burundaise. Merci. Il y a un enfant qui est né d'une femme burundaise, mais le père n'est pas peut-être burundais ou le père n'est pas déclaré. Allez-y, madame. Merci beaucoup, madame la représentante présidente de la Banque mondiale. Merci à madame Jumaïda. Hein, c'est comme ça? Oui, c'est bien ça. Pour votre plaidoyer. En fait, je riais parce que je pense que je n'ai pas de réponse toute faite. Parce que pour ce qui est de la loi sur la succession, madame Agathe et témoin, on en a discuté longuement. C'est une préoccupation des femmes burundaises, mais quand on va à l'intérieur du pays, tout le monde ne l'entend pas de la même oreille, parce qu'il y en a qui disent, même si cette loi n'est pas promulguée, on a tendance à ce que, par exemple, les parents qui sont instruits ont commencé à faire en sorte que la fille et le garçon aient les mêmes droits en matière de succession. Mais je dis bien certains parents instruits. Et à l'intérieur du pays, on va vous dire, si on promulgue cette loi sur la succession, certainement qu'il y aura des problèmes au niveau, comment dire, au niveau des familles, parce qu'on se dit, si une fille vient d'une famille X et qu'elle va se marier chez un garçon qui provient d'une famille Y, le garçon là-bas a droit à la succession. Donc si la fille ici a droit à la succession, c'est comme si ces deux familles X et Y ne vont pas voir comment gérer ces propriétés provenant des deux familles. Donc il y a toujours ces questions qui sont sur la table. Mais là, je disais que je n'ai pas une réponse toute faite. Le plaidoyer continue et le plaidoyer est pour tout le monde, pas seulement pour la société civile, pas seulement pour les femmes ou pour les filles, mais pour que la femme et l'homme aient les mêmes droits. Je pense que c'est un plaidoyer qui doit interpeller pas seulement le représentant du peuple, mais aussi tous les Burundais. Pour le code des personnes et de la famille, là je pense qu'il y a une bonne volonté de révision de cette loi, mais telle que la procédure légistique est au Burundi, c'est les ministères ayant en charge l'intérieur et le genre dans leurs attributions, qui vont devoir, comment dire, amorcer cette procédure de révision. Nous, en tant que représentants du peuple, je pense que quand le projet de loi sera sur notre table,
Nous sommes là pour défendre, je le disais tout à l'heure, l'égalité du genre dans notre pays. Je pense que pour la nationalité, là, franchement, je vais me réserver. Merci. Mais il y a une question que Madame la DG de Ingoma qui a posée, la question qu'elle a posée, qui est très importante. On fait tout ça pour investir dans les femmes. Les femmes de Merakabandi, bénéficiaires de Merakabandi, sont devenues belles et indépendantes. Comment les hommes se sentent? Et je pense que c'est une question importante. Comment on prend ça en compte et autres. Madame Agathe, je vais vous passer la parole pour que vous tentiez de répondre à cela, parce que vous êtes très engagée vis-à-vis des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Madame la représentante présidente de la Banque mondiale, pour me repasser la parole au micro. Et effectivement, c'est une tentative de réponse parce que je n'ai pas la réponse toute faite. Comment les hommes se sentent face à une femme qui se sent autonomisée par les différentes initiatives, Banque mondiale ou autres? Dans un premier temps, effectivement, c'est pas facile parce que l'homme, c'est lui la tête du ménage et c'est lui qui décide même de l'exploitation de la propriété foncière, quoi planter de ce côté-ci et quoi planter de l'autre côté, et quoi faire des marais qui relèvent de son héritage. Et effectivement, dans un premier temps, c'est pas facile. Mais je témoignerai en disant que après quelque temps, les ménages se sentent, disons, soulagés, et ils sont, aussi bien l'homme que sa femme, ils sont fiers. Dans le sens que c'est tout le ménage qui en profite. Ce sont les enfants qui sont scolarisés, ce sont les soins de santé qui sont couverts sans aucune difficulté. Et je dirais que nous avons des témoignages de différents ménages, modèles, qui ne sont même pas bénéficiaires des projets Merakabandi, mais qui ont répondu aux campagnes de sensibilisation que nous faisons dans le cadre de la société civile, les projets que nous mettons en œuvre dans les différentes provinces. Et parfois, il est difficile de céder. On dirait que c'est une passerelle de pouvoir que l'homme n'entend pas du tout céder. Que la femme ait un pouvoir de décision sur l'exploitation du ménage. Dans un premier temps, c'est impensable. Mais dans nos projets, les projets du CAFO, il y a une approche que nous mettons en œuvre à travers les différents projets que nous appelons la masculinité positive et qui répond favorablement et qui rejoint même l'approche mise en œuvre par le grand projet Merakabandi. Ces approches répondent favorablement au relèvement économique et social des ménages. Et voilà. En tout cas, actuellement, quand une femme apporte quelque chose pour la famille, je dirais que ça la pousse à être respectée en famille, mais ce n'est pas, comment dire, un motif de prendre le dessus de la famille. Parce que je le disais dans mon exposé, comme nous sommes dans une société où c'est l'homme qui est conçu, elle l'a dit Madame Rosalie, qui est chef de ménage. Quand une femme, par exemple, occupe une position où elle est bien rémunérée,
je pense que c'est pour le bien de toute la famille, comme Agathe le disait. C'est pas pour détruire la famille. Mais il est vrai qu'il y a certaines familles où ils ont des problèmes familiaux qui ne sont pas liés à ce fait que la femme apporte quelque chose d'important dans la famille, que le ménage va, comment dire, se disloquer. Seulement, il y a des hommes quand même, il faut le dire, qui se sentent un peu rabaissés quand le revenu de la femme est plus haut que le revenu de l'homme. Mais là aussi, je pense que le remède est de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'entente familiale sur comment utiliser les ressources qui proviennent du revenu de la femme et les ressources qui proviennent du revenu de l'homme. C'est ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. C'est une question qu'on va continuer à débattre, je suis sûre, mais vous avez toutes les deux donné des perspectives très intéressantes. J'aime bien la masculinité positive et aussi recherche d'une harmonie, je dirais, matrimoniale, qui n'est pas seulement liée au pouvoir que l'homme ou la femme a. Mais c'est pas possible. Donc, Monsieur Michel, je pense la question sur l'impact négatif des activités des femmes sur l'environnement, c'était pour vous? Oui. C'est ça? Oui. Merci beaucoup, Madame la représentante, de me redonner la parole. Merci à M. Albert d'avoir posé la question. Je peux vous rassurer que dans tous les projets de la Banque mondiale, incluant le projet Merankawandi, il y a des gardiens du temple. Il y a des gardiens, on a des cadres environnementaux et sociaux, j'en vois une là-bas. Et c'est bien intégré, bien respecté. Dans le cas concret, on veut effectivement que les aspects, les apports, tous les efforts d'autonomisation ne nuisent pas en même temps à l'environnement. Donc ça, on y veille. Mais vous avez donné un exemple plus précis où effectivement les transferts d'argent pouvaient être une opportunité pour qu'on puisse changer un peu le rôle. Et en fait, vous rejoignez la question qui a été posée, comment les normes nous poursuivent, comment on peut les changer, et toutes les transferts monétaires sont vraiment couplés à des mesures d'accompagnement, qui sont vraiment très importantes. Et les mesures d'accompagnement visent un changement de comportement. Un changement de comportement qui n'est efficace que quand il est un changement de comportement pour l'individu elle-même, mais qui nécessite aussi un changement social, un changement jusque dans les politiques. C'est vraiment un changement qui puisse être pérennisé. Il faut qu'il soit vraiment un changement qui soit à tous les niveaux. Et cette perception des rôles, d'abord pourquoi la femme va puiser l'eau toute seule, que vous n'en avez jamais rencontré, c'est justement ces normes sociales. Et ça doit changer. C'est la perception des rôles. C'est pas la femme de puiser toute seule l'eau. On le comprend très bien, mais comment amener les gens à changer? Et c'est effectivement dans ces approches-là qu'on essaie vraiment que les gens perçoivent le changement, les normes, jusqu'à ce que ça soit soutenu même par des lois, mais en commençant par une perception, une sensibilisation, le ménage, le mari. Si le mari pense qu'il peut taper, donc nous mettons vraiment beaucoup d'énergie pour que ces ménages bénéficiaires puissent d'abord comprendre, changer de rôle, changer de perception et changer de comportement. Et effectivement, avec tout cet encadrement, je pense qu'on arrive, et c'est ce qui est intéressant, en tout cas dans notre cas, avec beaucoup de mesures d'accompagnement pour les hommes et pour les femmes, on est arrivé par exemple à plus de 76% des ménages disaient qu'ils prenaient conjointement les décisions sur juste l'investissement de transfert monétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous montre quand même qu'il y a un changement qu'il faut poursuivre, mais qu'il y a vraiment un changement. Et je suis très heureux de voir qu'effectivement, il y a des initiatives qui peuvent amener à mieux investir dans les projets qu'on va faire. Et je peux vous garantir que dans le projet même, on a veillé à ce que tous les projets qui vont être initiés par le ménage vont devoir respecter l'environnement. Et dans ce cadre-là, effectivement, je pense que toutes les initiatives sont bonnes pour suggérer des types d'activités qui remplacent, qui respectent l'environnement, tout en promouvant l'inclusion économique des ménages et des femmes.
notre population est majoritairement féminine et puis elle est aussi majoritairement à la campagne, donc à l'intérieur du pays, c'est dans le milieu rural. Alors, l'éducation dont nous parlons, ça doit commencer par de cet endroit-là, parce que nous tous, nous sommes sortis de là. Et nous avons vécu des difficultés de telle façon que là où nous sommes, c'est que vraiment on a beaucoup combattu, ou sinon nos parents ont beaucoup combattu. Dans une famille, il y a des garçons, il y a des filles. Quand ils sont tout petits, il y a les mamans qui les éduquent différemment. Par exemple, si un enfant de 2 ans, il est fille et un autre garçon. Si l'enfant fille se promène nu, on ne l'interpelle pas de la même façon que le garçon. On dirait que l'enfant, c'est un massacre qu'elle vient de faire, un massacre culturel qu'elle vient de faire quand c'est une fille. Je sais que les Burundais qui sont ici, ils savent comment on interpelle une fillette quand elle est nue. C'est très différent qu'un garçon. Un garçon, on dit tout simplement, ah, cache ta petite chèvre là-bas. Mais s'il s'agit de filles, on dit, oh, je m'excuse, je fais une traduction littéraire. Mais quand c'est une petite fille, on dit, ah, dégage, et va cacher ton zéro là-bas. Hein? Alors, si la fille grandit, sachant qu'elle est presque rien, et que le garçon vaut tout au moins une chèvre. Hein? Donc, il faut changer la mentalité des mamans dans l'éducation des enfants pour qu'ils soient traités au même pied d'égalité, pour qu'ils grandissent de la même façon. Et une autre chose, on a parlé des maris qu'on considère toujours comme des têtes de famille. Là, moi, je ne suis pas contre. Parce qu'il doit y avoir une organisation dans une famille. Hein? Si vous vous convenez que la tête soit la femme, ça va. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est l'homme. Ce qui ne veut pas dire que l'homme va écraser la femme, mais c'est juste une organisation, une harmonie dans la famille. Pour la contribution de l'éducation des enfants, j'aimerais que la Banque mondiale qui donne des renforcements des capacités des mères, mais il faut les prendre en même temps que les hommes. Si vous nous prenez les femmes à part et les hommes à part, l'homme ne saura pas ce que vous avez dit à la femme et la femme ne saura non plus ce que vous avez dit à l'homme. Donc il faut les mettre ensemble. Si les femmes accèdent au crédit, alors que les formations que nous donnons, les informations que nous les donnons séparément les hommes et les femmes, alors qu'ils devraient être ensemble pour comprendre que le crédit que la femme contracte, c'est pour le bien de la famille. Mais quand il apprend de la bouche de sa femme, l'homme va dire, ok, il y en a qui disent, ok, je vais signer, tu vas amener le crédit, ça va aller très bien. Mais arrivé à la maison, vous amenez le paquet de billets et le mari vous dit, ah, tu sais ma chérie, là, je vois que ce projet ne marchera pas. Tu peux donner cet argent, je vais te montrer ce qu'on va faire et on va gagner. Et il va chercher une autre femme dans l'argent, dans le crédit de la femme, oui. Et c'est la femme qui va souffrir à payer, à rembourser le crédit qu'elle ne sait pas comment ça s'est volatilisé. Et le monsieur qui est parti avec le crédit chez une autre femme, après, si le crédit est terminé, il va retourner chez la première femme. J'aime votre exemple sur les 2 enfants qui ont 2 ans, comment on leur dit d'aller porter leurs habits. C'est pas de la même façon, c'est dommage. Et puis le crédit garanti. Mais je pense que Madame la vice-présidente du Parlement, vous allez nous aider vraiment dans la législation. Parce que c'est vrai que la banque
des femmes, c'est une très bonne initiative. Nous sommes tous d'accord. Mais elle n'est pas suffisante. La législation devrait aider les femmes à pouvoir aller chercher du crédit. Même dans un pays comme la République islamique de Mauritanie, les femmes peuvent aller à la banque prendre crédit sans leur mari. Ça devrait être le cas au Burundi. C'est un pays très conservateur, mais sur ce plan, il n'y a aucun problème. La femme va à la banque, elle ouvre son compte, elle veut demander crédit, elle demande crédit. Donc je pense que la législation devrait nous permettre, nous femmes, d'aller dans les banques et de demander crédit et de pouvoir donner des garanties dépendant de ce qu'on peut donner comme garantie, sans que notre crédit ne soit utilisé par le mari pour aller chercher notre femme. On ne veut pas ça. Pas du tout. Et puis, donc moi je pense que ça, sinon les exemples, en termes de changement, nous devons être des acteurs de changement, nous sommes tous d'accord avec ça. Mais je vais revenir vers monsieur le coordonnateur du projet Mirakabandi. Vous avez fait beaucoup de choses pour les femmes, notamment les femmes rurales, qui sont les plus affectées par les questions qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Et ces femmes rurales, vous avez dit qu'à travers le projet, d'abord le projet pilote, puis ce nouveau projet, il y a eu beaucoup d'investissements que ces femmes ont pu faire parce qu'elles ont fait de l'épargne. Et cette épargne, après, elles ont mis ça ensemble pour créer des tontines, qu'on appelle aussi des moyens d'épargne de groupe, que beaucoup de femmes en Afrique font, pas seulement ici. Et je dirais, la mise en place de ces tontines ont permis à ces femmes d'avoir des investissements. C'est pourquoi elles sont devenues des importatrices, exportatrices entre les régions où elles vivent. Mais j'ai compris aussi qu'il y a quelques blocages qui sont en train d'arriver à ces tontines à cause des microfinances. Et Madame la parlementaire est là, elle va nous aider à résoudre ce problème-là. C'est quoi ce blocage-là et comment on peut le résoudre? Parce que c'est un problème qui va peut-être entraver le succès de ce qu'on a pu voir dans Mirakabandi jusqu'à présent. Oui, qui est venu un peu nous poser des questionnements et puis même nous effrayer un peu parce qu'on avait bâti en tout cas tout ce système-là de graduation réellement économique sur l'expérience. L'expérience qu'on a vue non seulement dans le projet pilote, mais qu'on voit vraiment dans nos communautés. Et comme vous le dites bien, dernièrement, on a eu une circulaire de la BRB qui vient effectivement, et à juste titre, réglementer et ce qui est vraiment relatif à l'enregistrement et au fonctionnement de ce qu'ils ont appelé les groupements financiers communautaires. D'un côté, évidemment, au niveau législatif, c'est très bien, mais nous, sur terrain, on voit qu'il y a un risque parce que réellement, au niveau vraiment de l'expérience, on a vu que les femmes vraiment et les ménages suivaient presque ce cheminement de commencer par un peu l'épargne. Ils recevaient ce qu'ils n'avaient jamais reçu, c'est le capital en fait, et spontanément, avant même les enseignements qu'on leur donne, ils allaient dans ce qui est dans la communauté, qui génère les revenus et qui les permet de faire des petits crédits circulaires. Et c'est sur cela qu'on greffait nos enseignements sur l'éducation financière et ça montait jusqu'au moment où, vers la fin du projet, c'était des personnes capables même d'aller vers les microfinances. Et là, on voyait que c'était vraiment les clients potentiels de ces microfinances. Mais avant ce stade, et c'est ce qui nous inquiète, comment on va faire pour que vraiment ces ménages puissent se regrouper. On a vu que le réflexe c'est de se regrouper communautairement, mais de commencer à s'organiser. Donc on fait un peu aussi appel en plaidoirie pour qu'on puisse peut-être concilier l'importance évidemment d'encadrer tous ces groupements-là, mais en même temps de permettre vraiment ces mécanismes qui ont été prouvés comme des mécanismes intéressants d'accès aux revenus, de pouvoir multiplier le capital et de monter graduellement vers des mécanismes beaucoup plus forts comme l'accès au crédit au niveau des microfinances, voire même des banques. Ok, on va continuer. Relativement illégal vis-à-vis des microfinances, alors que c'est une étape pour aller vers les microfinances. Parce que ces femmes sont les femmes les plus marginalisées de leur communauté. Si on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir constituer un petit actif pour arriver à la microfinance, on va tuer complètement cette initiative et l'impact qu'on vient de voir va disparaître. Donc on compte vraiment beaucoup sur vous sur ça.
Madame Agathe, je viens vers vous par rapport à une question qui n'a pas été posée et que ça me fait peur en tant que femme, les violences basées sur le genre. On le voit dans les journaux, on le voit dans la législation même, parce qu'il n'y a pas de législation qui interdit ça, il n'y a pas de sanctions claires. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous allez donner comme message à Madame, notre vice-présidente ici du Parlement, pour qu'elle puisse amener au Parlement? Parce qu'il faudra qu'on trouve des moyens pour protéger nos sœurs, nous protéger nous-mêmes, en tant que femmes, nos enfants. Et je peux vous dire, parfois c'est choquant quand on a des témoignages sur combien les violences basées sur le genre n'est pas du tout puni dans ce pays-là. Il y en a beaucoup en Afrique, mais ici, c'est des cas même parfois mortels. Donc, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires sur ça et puis peut-être conclure aussi. Merci. Oui, effectivement, les violences basées sur le genre les effectifs des cas sont tellement alarmants et très inquiétants. Parfois, on se dit que ces cas existaient auparavant, mais ils n'étaient pas dénoncés en suffisance parce que la population n'était pas tellement sensibilisée et n'était pas tellement sensible à la question. Il y avait une sorte de tolérance de ces cas et qui finalement passaient inaperçus alors que les horreurs étaient là. Tout commence par les ménages. Il y a des violences domestiques, par exemple, et des violences économiques qui, on ne dirait même pas que ce n'est pas un crime, que ce n'est pas une faute qui devait être dénoncée. Même les femmes victimes de ces violences ne se rendent pas compte que leurs droits sont bafoués. Donc, la loi est là. Il y a la loi spécifique VBG qui réprime ce type de violence, mais la sanction n'est pas à la hauteur de la gravité de la chose. Le Code des personnes et de la famille est en cours de révision et que même la loi spécifique sur les violences basées sur le genre est en cours de révision et que nous sommes confiantes qu'elle pourra nous appuyer et que la société civile fera tout pour que ce type de plaidoyer aboutisse. Nous sommes sûrs que si les peines prévues par la loi étaient tellement dissuasives et qu'il y avait, disons, une sorte de contrat social qui obligerait les responsables de l'administration à la base de dénoncer et de conduire ces cas jusqu'au niveau le plus élevé et de poursuivre les auteurs jusqu'à ce qu'ils aient une punition exemplaire. Nous sommes sûrs que ces cas pourraient diminuer. Malheureusement, pour le moment, ces cas se font toujours sentir et se multiplient de plus en plus. Et j'ajouterais que la société devrait être sensible pour dénoncer et ne pas faire de couverture. Parce qu'on remarque qu'il y a des cas de couverture et qui sont vraiment déplorables et qui font que ces cas se multiplient dans la société.